Vous avancez à travers une forêt sombre en Normandie en 1944. Votre escouade est dispersée, chacun guettant les tireurs embusqués. Puis vous l'entendez, le clic. Le son est discret, presque poli, mais chaque homme à portée d'oreille se fige, car tous savent exactement ce que cela signifie. Quelqu'un vient de marcher sur une mine S, et maintenant, il lui reste environ 4 secondes à vivre. Mais voilà le problème, ces 4 secondes sont pires que l'explosion elle-même. Vous savez ce qui arrive, vous savez qu'il n'y a rien que vous puissiez faire, et vous savez que lorsque cette mine se propulsera dans les airs et explosera à hauteur de taille, elle n'est pas conçue pour vous tuer rapidement. Elle est conçue pour s'assurer que vous mouriez lentement dans l'agonie, les entrailles déchirées. Si vous avez de la chance, vous vous videz de votre sang rapidement. La mine S n'était pas simplement enfouie dans la terre. C'était une arme à 2 étages, spécifiquement conçue pour maximiser les pertes et répandre la terreur. Quand vous marchiez dessus, ce clic initial n'était pas la mine qui explosait. C'était un mécanisme de déclenchement libérant un cylindre à ressort. Ce qui se passait ensuite, c'est là que la véritable horreur commençait. La mine possédait une petite charge propulsive à sa base qui se déclenchait immédiatement après le clic, projetant le cylindre principal à environ 1 mètre à 1,20 m dans les airs. Toute la séquence prenait entre 3 et 4 secondes. Une fois que le cylindre atteignait la hauteur de la taille, un détonateur secondaire faisait exploser la charge explosive principale qui était remplie de 360 billes d'acier et de fragments de shrapnel. Maintenant, c'est ici que l'ingénierie devient véritablement perturbante. La mine n'était pas conçue pour exploser au sol, où le souffle aurait été absorbé par la terre et n'aurait touché qu'une seule personne. En sautant à hauteur de taille avant de détonner, elle pouvait projeter des éclats dans un rayon de 360 degrés, exactement au niveau où ils atteindraient les organes vitaux. Le rayon de destruction effectif était de 20 mètres, mais le rayon de blessure était bien plus grand, jusqu'à 100 mètres. Et les blessures n'étaient pas aléatoires. Elles étaient spécifiquement conçues pour atteindre le bas-ventre, l'aine et le haut des jambes. Ce sont les zones où passent les artères principales, où les intestins peuvent être perforés, où se trouvent les organes génitaux d'un homme. Les Allemands savaient exactement ce qu'ils faisaient. Les vétérans qui avaient survécu aux explosions de mine S décrivaient le son de ce clic comme la pire chose qu'ils aient jamais entendue. Pas l'explosion, le clic, parce qu'à cet instant, vous saviez exactement ce qui allait vous arriver. Parlons de ces 4 secondes. Imaginez que vous êtes le soldat qui vient d'entendre le clic sous sa botte. Vous savez exactement ce qui va se passer. Chaque homme qui a été au combat depuis plus de quelques semaines a entendu les histoires. Vous avez probablement vu les conséquences vous-même. Vous savez que dans 4 secondes, un cylindre va se propulser dans les airs juste à côté de vous et exploser, envoyant des centaines de billes d'acier dans votre ventre et votre aine à plus de 300 mètres par seconde. Est-ce que vous courez? Est-ce que vous vous jetez à plat ventre? Est-ce que vous criez un avertissement? Que faites-vous quand vous avez 4 secondes et aucune bonne option? La plupart des manuels d'instruction disaient aux soldats de se jeter à plat ventre immédiatement. La théorie était que si vous vous mettiez suffisamment bas, les éclats pourraient passer au-dessus de vous quand la mine exploserait à hauteur de taille. Mais voici le problème avec cette théorie. 4 secondes, ce n'est pas beaucoup de temps pour comprendre ce qui se passe, surmonter la réaction de sidération et exécuter une chute contrôlée au sol. Et même si vous faisiez tout parfaitement, vous seriez toujours bien à l'intérieur du rayon de destruction. Les éclats se dispersaient horizontalement, oui, mais ils se dispersaient aussi vers le bas et vers le haut. Se coucher à plat pouvait réduire vos chances d'être touché aux organes vitaux, mais ne les éliminait pas. Et il y a un autre problème. Si vous êtes dans un champ de mines, vous jeter à plat signifie que vous pourriez atterrir sur une autre mine. Donc, même la bonne réaction pouvait vous tuer d'une manière différente. Maintenant, parlons de ce qui arrivait aux hommes qui n'avaient pas pu se mettre au sol à temps ou qui se trouvaient près de quelqu'un qui avait déclenché la mine. Quand ce cylindre explosait à hauteur de taille, il se comportait comme une clé mort dans toutes les directions à la fois. Les 360 billes d'acier, chacune de la taille d'une bille, déchiraient quiconque se trouvait dans la zone immédiate. Mais les blessures ne ressemblaient pas à celles d'une balle. Une balle crée un canal de blessure relativement net. Ces billes d'acier tournoyaient en volant, créant d'énormes cavités temporaires dans les tissus et déchirant la chair selon des trajectoires imprévisibles. Le bas-ventre était la zone cible principale. C'est là que se trouvent vos intestins, votre vessie, vos vaisseaux sanguins majeurs et vos organes reproducteurs.
Une bille d'acier pénétrant dans le bas-ventre ne perforait pas simplement une section d'intestin, elle tournoyait à travers la cavité abdominale, perforant l'intestin en de multiples endroits, sectionnant les artères mésentériques et transformant l'intérieur en un désastre catastrophique. Les soldats touchés à l'abdomen ne mouraient pas instantanément. La douleur était décrite comme au-delà de toute compréhension. Les intestins étaient déchiquetés, laissant fuir le contenu digestif dans la cavité abdominale, ce qui entraînait une péritonite et un choc septique. Mais ce processus prenait des heures, parfois des jours. Les blessures à l'aine étaient encore pires à certains égards. De nombreux témoignages d'infirmiers décrivent des soldats dont les organes génitaux avaient été complètement détruits par les éclats. Ce n'étaient pas des amputations nettes, c'était une avulsion traumatique, où les tissus sont arrachés de manière irrégulière. L'impact psychologique de survivre à une telle blessure était quelque chose que les infirmiers de combat n'étaient pas équipés pour gérer. Les soldats baissaient les yeux, voyaient ce qui leur était arrivé, et les hurlements commençaient. Pas à cause de la douleur, bien que la douleur fût inimaginable. À cause de la prise de conscience de ce qu'ils avaient perdu. Certains hommes suppliaient les infirmiers de les laisser mourir plutôt que de survivre ainsi. Les blessures au haut des jambes étaient fréquentes aussi, et elles étaient souvent mortelles, même si elles semblent moins graves que les atteintes abdominales. L'artère fémorale descend le long de l'intérieur de la cuisse. Si une bille d'acier sectionnait cette artère, une personne pouvait se vider de son sang en moins de 2 minutes. Les infirmiers apprenaient à identifier les blessures de l'artère fémorale par le schéma de projection du sang. Le sang ne s'accumulait pas simplement, il jaillissait par pulsation au rythme des battements du cœur. Et la quantité de sang perdu était catastrophique. Les garrots pouvaient parfois sauver ces hommes, mais seulement s'ils étaient appliqués dans la première minute, et dans le chaos suivant la détonation d'une mine S, avec de multiples blessés hurlant et possiblement d'autres mines dans la zone, cette première minute était généralement écoulée avant que quiconque puisse réagir efficacement. Mais voici ce qui rendait les blessures de mine S particulièrement horrifiantes pour les infirmiers de combat. Ce n'étaient pas des blessures que l'on pouvait stabiliser sur le terrain. Un soldat avec une blessure par balle pouvait souvent être soigné suffisamment pour survivre au transport vers un hôpital de campagne. Les victimes de mine S avaient besoin d'une chirurgie immédiate, de transfusions sanguines et probablement de multiples opérations. La plupart du temps, les infirmiers ne pouvaient guère faire plus qu'administrer de la morphine et essayer de garder le soldat calme pendant qu'il mourait. Il existe des témoignages de Normandie d'infirmiers restant assis auprès de victimes de mine S pendant des heures, incapables de les évacuer parce que la zone était encore sous le feu, les regardant lentement se vider de leur sang intérieurement, tout en leur parlant, leur tenant la main et leur mentant en disant que les secours arrivaient. L'impact psychologique sur les soldats qui assistaient aux pertes causées par les mines S était sévère. On pouvait entraîner les hommes à gérer le stress du combat. On pouvait les préparer à voir des camarades tués par des balles ou des éclats d'obus. Mais il y avait quelque chose d'uniquement perturbant à regarder quelqu'un mourir lentement de blessures infligées par une arme sur laquelle il avait marché lui-même. Les survivants rapportaient souvent ressentir une culpabilité intense, surtout s'ils avaient marché en formation et que l'homme devant eux avait déclenché la mine. Le caractère aléatoire de la chose, le fait que cela aurait pu être n'importe qui, qu'un seul pas différent aurait signifié que c'était vous qui l'auriez déclenché, créait un niveau de stress psychologique qui contribuait à l'épuisement au combat et aux effondrements nerveux. Maintenant, voici le génie tactique de la mine S. Aussi horrifiante qu'elle fût, elle ne se contentait pas de tuer des soldats. Elle détruisait la cohésion des unités et l'efficacité sur le champ de bataille. Quand une mine S explosait, elle blessait ou tuait généralement 3 à 5 hommes dans le rayon de souffle immédiat, mais les effets psychologiques se propageaient bien plus loin. L'unité entière se figeait. Personne ne voulait bouger parce que personne ne savait s'il se tenait sur une autre mine. Les officiers devaient forcer les hommes à avancer. Et cette hésitation, cette peur de faire le pas suivant, ralentissait les avancées jusqu'à les réduire à un rythme d'escargot. Dans certains secteurs, pendant la campagne de Normandie, des compagnies entières devenaient inaptes au combat, non pas parce qu'elles avaient subi de lourdes pertes, mais parce qu'elles étaient paralysées par les champs de mines. Les Allemands déployèrent les mines S en nombre massif. Le maréchal Rommel déploya un nombre estimé de 5 à 6 millions de mines dans le cadre des défenses du mur de l'Atlantique, protégeant la Normandie et la côte française, et un pourcentage significatif était des mines S.
Elles étaient souvent placées selon des schémas conçus pour maximiser l'impact psychologique. Une tactique courante consistait à placer des mines S le long des itinéraires évidents, des chemins que les troupes voudraient naturellement emprunter. Une autre approche consistait à les placer dans des zones où les soldats se replieraient pour se mettre à couvert. L'artillerie commence à tomber. Vous plongez derrière un mur ou dans un fossé et soudain vous entendez ce clic. Maintenant vous êtes cloué au sol par l'artillerie et debout sur une mine. Restez-vous immobile et vous faites toucher par le prochain obus ou levez-vous le pied et déclenchez la mine. Voilà les choix que la mine S créait. Les ingénieurs allemands apprirent à utiliser les mines S en combinaison avec d'autres armes. Ils les plaçaient autour des positions de mitrailleuses pour que, lorsque les troupes alliées tentaient de contourner ou d'assaillir, elles tombent sur les mines. Ils les mettaient de l'autre côté des obstacles, là où les soldats poseraient naturellement le pied après avoir escaladé. Il existe des témoignages du front de l'Est de troupes soviétiques trouvant des mines S placées à l'intérieur de bâtiments, reliés aux portes ou aux planchers, parce que les défenseurs allemands savaient que l'infanterie soviétique nettoyait les bâtiments de manière agressive et ne vérifierait peut-être pas la présence de mines à l'intérieur. La mine S devint un multiplicateur de force qui ne nécessitait pas de soldats pour la faire fonctionner. Elle restait simplement là, en attente, parfois pendant des mois, jusqu'à ce que quelqu'un fasse le mauvais pas. Ce qui rendait la mine S encore plus psychologiquement dévastatrice, c'est que les soldats devaient souvent regarder cela arriver aux autres avant que cela ne leur arrive à eux. Vous avanciez à travers un champ en formation, et soudain l'homme à 6 mètres devant vous en déclenchait une. Vous le voyez se figer en entendant le clic. Vous voyez la reconnaissance sur son visage, cette fraction de seconde où il savait. Puis vous regardiez la mine se propulser à côté de lui, et l'explosion le frappait, lui et tous ceux à proximité, et vous deviez continuer à avancer en sachant que la même chose pouvait vous arriver au tout prochain pas. Ce n'était pas un danger théorique, c'était regarder la manière exacte dont vous pourriez mourir se dérouler devant vous, encore et encore, jusqu'à ce que votre tour arrive. Il existe des témoignages de vétérans décrivant ce que c'était que d'être dans le rayon de souffle sans être celui qui avait déclenché la mine. Vous pouviez marcher aux côtés de quelqu'un en discutant, concentré sur la mission, et puis ce clic figeait tout le monde. Vous voyez votre camarade parfaitement immobile, regardant sa botte, et vous aviez peut-être 2 secondes pour réagir. Courez-vous vers lui pour essayer de l'aider, sachant que vous serez probablement pris dans l'explosion? Courez-vous au loin pour vous sauver? Vous jetez-vous à plat en espérant que les éclats vous ratent? La plupart des hommes rapportaient qu'ils ne décidaient consciemment de rien. Leur corps réagissait simplement, généralement en se jetant au sol ou en plongeant au loin, et puis l'explosion frappait et vous réalisiez que vous étiez couvert du sang et des chairs de quelqu'un d'autre. L'homme qui se tenait à côté de vous un instant plus tôt hurlait maintenant au sol avec les intestins visibles, et vous deviez faire un choix. Essayez-vous de l'aider en sachant qu'il va probablement mourir de toute façon? Ou continuez-vous à avancer parce que s'arrêter dans un champ de mines vous tue aussi? La détection et le déminage des mines S étaient un travail incroyablement dangereux. Contrairement à certaines mines qui pouvaient être repérées par inspection visuelle, les mines S étaient souvent complètement enterrées avec seulement leurs tiges visibles au-dessus du sol. Et ces tiges pouvaient être camouflées avec de la terre ou de la végétation. Les détecteurs de mines de l'époque fonctionnaient, mais ils ne pouvaient pas vous dire quel type de mine vous aviez trouvé. Le processus de déminage d'une mine S était terrifiant parce qu'il fallait s'en approcher, sonder soigneusement le sol pour trouver les bords, puis tenter de la désamorcer sans déclencher le mécanisme. Les ingénieurs de combat spécialisés dans le déminage avaient parmi les espérances de vie les plus courtes de tous les rôles dans la guerre. Une erreur, un moment de distraction, et vous entendiez ce clic. Il y avait aussi le problème des champs de mines non cartographiés. Le droit international exigeait des armées qu'elles cartographient leurs champs de mines et les signalent. Mais les Allemands ne suivaient pas toujours ces règles, surtout lors des retraites. Ils dispersaient des mines S sur les routes, les champs, les forêts, partout où ils pensaient que les troupes alliées pourraient avancer, puis se retiraient sans laisser aucune trace. Après la fin de la guerre, les équipes de déminage passèrent des années à essayer de nettoyer la campagne européenne des munitions restantes. Les mines S figuraient parmi les mines les plus meurtrières. Il existe des cas documentés d'enfants, d'agriculteurs et de démineurs tués par des mines S des années et même des décennies plus tard. Certains soldats développèrent des superstitions concernant les mines S.
Ils portaient des porte-bonheur, refusaient de marcher sur certains types de terrains ou suivaient exactement les traces de l'homme devant eux. Rien de tout cela n'aidait réellement, mais le besoin psychologique de ressentir un certain contrôle sur le hasard était puissant. D'autres hommes devenaient fatalistes à ce sujet. Ils se disaient que s'ils devaient marcher sur une mine, ils le feraient, et qu'il ne servait à rien de s'en inquiéter. Mais ce fatalisme masquait souvent un traumatisme plus profond. Les études d'après-guerre sur les vétérans de combat révélèrent que les soldats ayant servi dans des zones à forte concentration de mines présentaient des taux plus élevés de troubles anxieux et de syndrome de stress post-traumatique que les soldats ayant affronté des niveaux similaires de combat sans la menace des mines. Les séquelles médicales des blessures causées par les mines S étaient brutales, même pour ceux qui survivaient. Les blessures abdominales nécessitaient souvent de multiples interventions chirurgicales. Les chirurgiens devaient retirer des sections d'intestin déchiquetées, réparer des organes perforés et faire face à des infections massives causées par le contenu intestinal se répandant dans la cavité abdominale. Même avec les antibiotiques modernes, qui commençaient tout juste à être disponibles pendant la Seconde Guerre mondiale, les taux de survie pour les traumatismes abdominaux graves étaient faibles. Beaucoup d'hommes qui arrivaient vivants aux hôpitaux de campagne mouraient quand même des jours ou des semaines plus tard de septicémie ou de défaillance d'organes. Ceux qui survivaient faisaient face à des mois de convalescence, de multiples opérations et souvent des handicaps permanents. L'impact psychologique sur les survivants était sévère. Les hommes qui avaient perdu leurs organes génitaux à cause des éclats de mine S affrontaient le reste de leur vie en portant cette blessure. Dans les années 1940, il n'existait aucun système de soutien pour ce type de traumatisme. Ces hommes rentraient chez eux dans une société qui ne parlait pas de ces choses et essayaient de reprendre une vie normale tout en portant des blessures qui rendaient la vie normale impossible. Certains ne se marièrent jamais. Certains mariages s'effondrèrent. Et les ressources en santé mentale pour les aider à surmonter le traumatisme n'existaient tout simplement pas. Il y a une cruauté particulière dans la mine S qui va au-delà des simples dégâts physiques. Elle donnait à ses victimes le temps de savoir qu'elles allaient mourir ou être horriblement mutilées. Ce délai de 4 secondes entre le clic et l'explosion était suffisamment long pour que le cerveau comprenne ce qui se passait, pour ressentir un pic de terreur, pour avoir un dernier moment de lucidité avant que tout ne bascule. Et puis, si vous surviviez à l'explosion, vous deviez vivre avec la conscience que c'était vous qui aviez marché dessus. Pas de la malchance, pas une action ennemie que vous ne pouviez contrôler. Votre pied, votre pas, votre erreur. Ce fardeau psychologique était quelque chose dont beaucoup de survivants ne se remirent jamais. Après la guerre, la mine S influença la conception des mines antipersonnelles pendant des décennies. Le concept d'une mine bondissante qui explose au-dessus du sol devint un standard dans de nombreuses armées. Les États-Unis développèrent la mine M16 qui fonctionnait selon des principes similaires. Les Soviétiques avaient leur propre version, et même aujourd'hui, les armées modernes utilisent des variantes du concept de mine bondissante. Bien que des traités internationaux aient restreint leur utilisation, la mine S prouva que la guerre psychologique pouvait être intégrée dans la conception même d'une arme. Il ne suffisait pas de simplement tuer les soldats ennemis. Si vous pouviez les rendre terrifiés à l'idée de faire le pas suivant, si vous pouviez les faire douter de chaque mouvement, vous accomplissiez quelque chose que les balles et les obus ne pouvaient pas réaliser. Pour les soldats qui combattirent à travers les champs de mines pendant la Seconde Guerre mondiale, la mine S représentait une forme particulière de mal. Elle était impersonnelle, patiente, et spécifiquement conçu pour maximiser la souffrance. Il n'y avait pas de soldats ennemis sur qui riposter, pas de cible à neutraliser, juste un cylindre d'acier et d'explosifs enterré, attendant que quelqu'un fasse le mauvais pas. Et quand elle explosait, elle ne se contentait pas de tuer, elle mutilait de la pire manière possible, créant des blessures que les infirmiers ne pouvaient pas soigner et des traumatismes que les soldats ne pouvaient pas oublier. Les 4 secondes entre le clic et l'explosion donnaient aux hommes juste assez de temps pour comprendre ce qui allait leur arriver. Et cette compréhension, ce moment de terreur pure avant l'explosion, était exactement ce que l'arme était conçue pour créer.